Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Les étoffes sont très légères, jusqu'à être transparentes. Mais le scandale créé par cette mode a vite poussé les jeunes femmes à l'arrêter. Elles portent des bijoux dorés avec abondance, que ce soit sur les poignets, les bras, les chevilles, les orteils, les oreilles et même autour du cou. Lorsqu'elles n'arborent pas comme les incroyables des perruques blondes, elles adoptent des coupes ressemblant aux bustes romains, c'est-à-dire des cheveux courts et frisés. Ces silhouettes excentriques sont toutefois délaissées dès le début du XIXe siècle. C'est très rapide. C'est le moment d'un nouveau bouleversement dans l'histoire de la mode, engendré par la révolution industrielle. Les styles grecs et néoclassiques sont abandonnés, laissant place à une grande variété de robes et de costumes différents. Pourquoi ? En 1790 est inventée la première machine à coudre, mais en fait elle ne reste qu'une ébauche dont l'efficacité est moindre. Joseph Madersperger la perfectionne en 1807 et il en fait une machine de travail adaptée à la production de masse dès 1814. Évidemment, c'est une innovation majeure, et vous imaginez bien pour l'industrie de la mode, puisqu'elle rend la fabrication de vêtements éminemment plus rapide. La machine à broder fait de même, créée par John Duncan en 1804, elle facilite la conception des accessoires de mode dans les usines. Elle permet un rythme de production plus intense et plus régulier. Elle entraîne une augmentation non négligeable de la vente de ces accessoires, auparavant brodés à la main et à petite échelle. D'autant plus que la révolution industrielle est déjà en marche en Angleterre depuis la fin du siècle. Dans les années précédant l'invention de la machine à coudre, des techniques de tissage, de filature et d'impression du coton se sont déjà développées et l'utilisation de tissus lavables a progressé. C'est une nouvelle ère dans l'histoire de la mode. Le progrès scientifique aide grandement la manœuvre en élaborant des tissus et donc des vêtements de meilleure qualité. Tout va plus vite. La production se fait maintenant à grande échelle et grâce à l'amélioration des transports, les influences et inspirations de la mode se multiplient. En effet, l'Europe est dorénavant connectée à l'Amérique. Les poupées habillées dans les nouvelles tendances et les magazines de mode ont l'effet d'une bombe pour l'industrie. Les voyages, désormais possibles grâce au développement des chemins de fer et des canaux, étendent considérablement le marché du vêtement à l'international et renforcent les débouchés nationaux. Le boom économique engendré par la révolution industrielle augmente non seulement la production, mais aussi la demande de nouveaux habits. En effet, la bourgeoisie se déploie au XIXe siècle, ce qui veut dire que davantage d'hommes et de femmes sont assez fortunés pour investir dans les tenues à la mode. En parallèle, les robes et costumes deviennent plus accessibles au grand nombre et les modèles sont de plus en plus variés, ce qui, paradoxalement, n'engendre pas une vulgarisation du vêtement, mais plutôt une perpétuation des distinctions de classe au travers de la mode. C'est d'ailleurs au XIXe siècle que naît la haute couture. C'est avec l'anglais Charles Frederick Worth que tout commence quand il s'installe à Paris en 1845. Et oui, il s'installe à Paris, il ne reste pas chez lui. Il ouvre très vite la première maison de couture au monde, c'est-à-dire un atelier où il crée des pièces uniques destinées à être présentées dans des salons. Les modèles sont pensés à l'avance et ne sont contraints que par l'imagination de Worth. Il fait également évoluer les méthodes de commercialisation et de communication autour de ses vêtements en remplaçant les magazines de mode par des défilés où des mannequins, que Worth appelle des sosies, présentent les pièces portées au public. Il propose par ailleurs à ses clientes de personnaliser les tenues qui ont attiré leur attention, leur permettant de choisir le tissu et la couleur du modèle. Worth réalise donc ses créations sur mesure pour ses clientes et avec le plus grand soin. On peut appeler ça un véritable service de luxe. Autre date importante, 1885, quand la modiste Jeanne Lanvin ouvre son atelier à Paris. C'est là-bas qu'est introduit le premier département de mode masculine dans une maison de haute couture. Eh oui, la mode n'est pas qu'une affaire de femmes. Enfin, pas toujours. C'est vrai que la question de la mode est intrinsèquement liée au corps, notamment à celui des femmes. Un outil d'objectivation ou un moyen de libération, là, le débat est lancé, je vous laisse y réfléchir. Toujours est-il que, comme dit précédemment, la mode se présente parfois sous la forme d'une arme de rébellion permettant la manifestation d'un mécontentement envers l'ordre établi. Pas étonnant par exemple que les femmes se la soient appropriées quelque peu, s'en soient servies ardemment dans les luttes féministes au XXe siècle, comme par exemple brûler son soutien-gorge. Prenons deux exemples, la mode des années 60 puis celle des années 70, et observons comment, malgré leur opposition flagrante, elles reflètent toutes deux l'impact des différents mouvements féministes sur la société.
Faisons d'abord un tour dans les années 60. La période est importante pour l'histoire de la mode, et ça pour 2 raisons. On assiste premièrement à l'essor de ce qu'on appelle le prêt-à-porter. Après l'âge d'or de la haute couture dans les années 50, l'élitisme et le luxe qui dominaient jusque-là l'industrie perdent de leur influence. Désormais, la mode touche aussi bien la femme de la rue que la bourgeoise. Et ce tout simplement parce qu'il en existe maintenant une pour elle. Et oui, les disparités vestimentaires en fonction du statut social et économique des individus demeurent. Mais ce qui change, c'est que les classes les moins aisées ne sont plus délaissées. La mode se démocratise, devient universelle. Elle s'immisce chez toutes les femmes en vrais caméléons qui s'adaptent à la démographie. Par ailleurs, la période est marquée par un processus d'émancipation du corps des femmes à travers la réappropriation de leur sexualité et de leur féminité. La mode sort donc des codes bourgeois, quelque peu guindés on va dire, et sages, pour aller vers des tenues plus audacieuses. En 1966, Marie Quant, célèbre créatrice de mode, déclare « Le bon goût est mort, la vulgarité, c'est tout ce qui compte ». Oui, vaste programme. Si on en croit son expertise, la mode des années 60 est arrogante, agressive et sexy. En bref, il n'est plus question de cacher son corps. C'est à ce moment qu'est inventée la mini-jupe et que le bikini, inventé d'abord dans les années 40, s'impose enfin sur les plages.